avec Fanny Auger, directrice de la marque de Nature et Découverte, et Florence Martin-Kessler, fondatrice de Live Magazine, et un sujet qui est d'actualité en fait pour les marketeurs autour des nouveaux récits. Merci beaucoup Sonia. Alors, j'invite sur scène avec moi Florence Martin-Kessler, la fondatrice du Live Magazine. On est ravis de vous parler de ce sujet parce qu'on le trouve essentiel en ce moment. On est dans un moment où on entend beaucoup de termes un peu négatifs comme la solastalgie, comme le Flickstadt, la honte de prendre l'avion. Alors, je ne sais pas s'il y en a beaucoup qui sont venus en avion, mais tout à l'heure, quelqu'un s'excusait en me disant « j'aurais pas dû ». Non, chacun fait comme il peut, comme il veut. Il y a d'autres termes comme l'éco-anxiété qui viennent pas mal, et j'entends pas mal chez les jeunes notamment. Et je vous ai fait une jolie intro, si vous avez lu le petit résumé de la conférence dans la brochure, qui disait qu'au Forum économique de Davos de 2020 était lancée justement une nouvelle initiative sur les new narratives, les nouveaux récits, et de l'importance justement de réinventer les récits pour, quand on parle de changement climatique, ça peut stigmatiser parfois, ça peut un peu crisper certaines personnes, mais comment est-ce qu'on remet de la poésie, de la magie, de l'émerveillement là-dedans? Comment est-ce qu'on en parle? Et comment est-ce qu'on réinvente de nouveaux scénarios possibles? Alors, on va explorer ça en une petite demi-heure. J'ai choisi d'inviter Florence pour qu'on croise nos regards. C'est aussi comment nous, en tant qu'entreprise, en tant que citoyen, en tant que marque, pour ma part, pour Nature et Découverte, en tant que média, on peut réinventer justement de nouvelles manières de raconter, de réinventer des récits et au regard des changements climatiques. Alors, est-ce qu'on se met debout ou assise, Florence ? Assise? Ok. Alors le premier rang, bougez un peu sur les côtés si vous ne nous voyez pas, mais c'est promis, on a de jolies photos si vous ne nous voyez pas bien. Alors Florence, tu veux nous raconter un petit peu justement ce que tu fais et c'est quoi le Live Magazine et comment vous racontez ce récit justement? Je vous ai apporté quelques photos. Le Live Magazine, j'ai lancé ça il y a 10 ans. Moi, je viens du journalisme et de la télévision. J'ai couvert l'Inde, l'Afrique de l'Est. Et j'ai eu une bourse de journalisme à Harvard, j'ai eu une espèce d'épiphanie. Et je me suis dit, j'ai rencontré un type qui avait monté ce format aux États-Unis que j'ai trouvé hyper intéressant. L'idée, c'est donc de faire un journal vivant sur scène, donc de rubriquer comme un journal avec politique, internationale, climat, et de faire un petit patchwork d'auteurs qui racontent une enquête, un témoignage, une histoire, un récit photo. Et on innove beaucoup dans le storytelling puisque on peut faire des histoires avec... on a fait du journalisme en ombre chinoise. Donc on utilise, et c'était très libérateur, moi qui travaillais pour la télé, de pouvoir être son propre diffuseur. Et aussi, on a fait des choix assez radicaux puisque on n'enregistre rien. Ça, c'était avant-hier à Paris. Donc on a fait 2 soirs, 2000 personnes. On n'annonce pas le spectacle à l'avance, donc c'est le programme, donc vous savez pas qui vous allez voir sur scène. C'est un peu comme quand on feuillette un journal ou un magazine, en fait, on ne sait pas du tout quels articles vont venir finalement. Donc là, c'était notre 114e édition, donc c'est vraiment un truc de dingue parce qu'on n'enregistre rien, on fait ça que pour les gens qui sont dans la salle, ça nous prend des jours et des jours de trouver les gens, d'éditer les récits. Et là, on a fait un truc marrant, on a fait une journaliste de Radio Nova, Aurélie Sfez, qui a fait une enquête sur la chanson My Way et les meurtres qui y sont associés. Et donc, on a fait un karaoké géant avec tout le monde, c'était super. Donc, on aime bien avoir de la fantaisie, de l'émerveillement. Et on traite de sujets graves. On a aussi des histoires qui font pleurer, qui font rire, mais on arrive à embarquer le public. Et franchement, je ne sais pas comment on fait, mais les gens, ils sont émus aux larmes. Et c'est assez fort et inoubliable parce que les gens qui racontent leurs histoires sont en général les seuls à pouvoir les raconter. C'est pas du tout interchangeable. Même si ils parlent pas d'eux, ils parlent pas d'eux, ils parlent de gens qu'ils ont rencontrés, d'enquêtes qu'ils ont faites, de terrains qu'ils ont couverts. Alors, on fait aussi ça pour des marques de temps en temps. Donc là, vous voyez tous les gens en costume. C'est un truc qu'on a fait pour la RATP. Des hommes en costume. Et les gens qui rigolent, on fait ça aussi pour des médias. On a fait pour le Financial Times. Alors, voilà, 113, 114.
Donc on a tout un tas de journalistes, on les paye bien sûr pour travailler et pour nous, et le travail éditorial est assez conséquent. Voilà, donc on a eu beaucoup de presse, puisque évidemment comme on fait monter des journalistes sur scène, c'est pratique. Alors, pourquoi on fait ça? Vous n'êtes pas sans savoir que le journalisme, c'est une des professions les plus menacées, les plus détestées, les plus discréditées. Or, pour moi, c'est fondamental. Donc, on essaye de trouver un moyen différent de toucher des gens avec des faits, avec du journalisme. Et alors, nous, c'est très expérimental et très petit et très fait à la main, mais... dans le monde numérique, le fait d'avoir quelque chose qui se fait en live, avec un peu les aléas du direct, entre guillemets, le fait que ce ne sont pas des professionnels, qu'ils n'ont pas de message à passer, sauf le journalisme, ça marche bien. Donc, l'émerveillement, je vous en parlais. La fantaisie, c'est très important. Il y a tout ce côté un petit peu merveilleux qui est, disons, d'associer le journalisme que les gens trouvent chiant avec le spectacle vivant que les gens trouvent génial quand c'est bien fait. Ça permet de faire des choses bien. Voilà. Alors, Et on peut parler de tous les sujets, comme tu le disais, de plus graves. On peut parler du changement climatique, on en parlera tout à l'heure, spécifiquement. Moi, j'ai vu un spectacle incroyable en juillet organisé pour le comité Colbert, où quelqu'un parlait des camps de concentration. Enfin, ça peut être très poignant parfois. Non, c'était pour l'Institut français. C'est pour les 100 ans de l'Institut français. Pardon. Pour le comité Colbert, je ne suis pas sûre qu'ils auraient trop aimé le camp de concentration. Mais donc, disons qu'on fait aussi, pour des marques, on fait venir des... Voilà, donc on a plein de clients, mais notre métier principal et notre modèle, c'est de vendre des billets, de la billetterie de 10 à 45 € dans des grandes salles en Europe, un peu partout. Voilà, qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre? Deux, trois petites histoires peut-être, je crois que tu as une slide avec... Ah oui, non, alors ça c'est les gens très contents quand même, hein. Donc voilà, c'était intime et planétaire et dur et doux. Okay. Qu'est-ce que je voulais vous mettre? Voilà, donc ça c'est des petites histoires qu'on a faites pour vous donner des exemples. Donc ça n'a rien de très révolutionnaire, il y a un écran, il y a un groupe de musique live, donc on compose de la musique pour chaque histoire. Voilà. Donc là, par exemple, c'était une histoire, The Melody of the Crisis, c'est un truc qu'on a fait à Londres pour le Barbican, pour le Financial Times, qui nous avait demandé de faire monter sa rédaction sur scène. Donc je me suis dit, tiens, il faudrait trouver un truc autour des marchés. Et j'ai eu l'idée de demander à une soprane de chanter les cours de bourse. Donc c'était très marrant, très original comme journalisme chanté. Là, on a James Ferguson, c'est une des stars du FT. Lui, il fait la page du lunch. C'est un des illustrateurs. Il nous a raconté des trucs un peu marrants autour de Trump. On fait des histoires de science. Christian Sardet, c'est un des fondateurs de Tara. Et... voilà, on essaye de ne pas avoir des speakers professionnels. C'est vraiment en général des gens qui se demandent vraiment pourquoi ils acceptent ça. Ils nous envoient des messages terrifiés en essayant d'annuler la dernière seconde. Et voilà, ça c'est à toi. Et c'est comment réenchanter vraiment le journalisme et le récit et parler de choses graves et le partager. Et ce qui est très fort pour avoir été à plusieurs live magazines, c'est l'émotion qu'il y a dans la salle. Moi, à chaque fois, je vibrais, j'avais envie de parler avec les gens autour de moi pour partager ça. C'est un des trucs qui est hyper important pour nous. On a un public très différent. On fait venir beaucoup de lycées pro et de jeunes. Ça marche hyper bien avec les ados. Et aussi, on a des tas de gens comme vous et moi qui travaillent peut-être dans le marketing et l'expérience client. Le journalisme est très polarisé en France. L'idée d'avoir des sujets qui peuvent être parfois politiques. Par exemple, mardi, on avait un récit sur une personne trans qui est un sujet politique et assez clivant, et on essaye sur des sujets ou sur les gilets jaunes ou sur des choses qui divisent très profondément la France ou sur les sujets identitaires, d'y aller avec du reportage en s'approchant beaucoup des faits, et ça permet de changer un peu les perspectives, j'espère. Très intéressant. Merci beaucoup, Florence. Pour continuer sur les récits, moi, je voulais vous raconter une histoire pour voir comment une marque, elle peut raconter une histoire aussi et réenchanter un petit peu le récit qu'on en fait. Alors, je prends l'exemple de Nature et Découverte parce que je suis bien placée pour le faire, mais c'est une jolie histoire et c'est une histoire d'audace qui est en direct lien avec le thème du salon de cette année. Là, je vous présente Françoise et François Le Marchand, qui étaient des baroudeurs incroyables. Ce sont les fondateurs de Nature et Découverte il y a 32 ans maintenant. Et ils avaient fondé avec beaucoup de succès. Alors, il s'appelle Le Marchand et je trouve que c'est un
joli nom qui leur convient, ils le disent, nous on sait faire du retail. Ils avaient fondé avec beaucoup de succès Pierre Import dans les années 70 et 80, et ils se voyaient vraiment comme des Marco Polo du retail qui allaient chercher le meilleur du monde pour le proposer dans leur magasin. Fin des années 80, ils voient arriver la mondialisation d'un mauvais œil en se disant c'est pas pour ça qu'on a fait Pierre Import, donc ils vendent en 88 et ils partent pendant 2 ans en tour du monde avec leurs 4 gosses. Et 2 ans plus tard, ils reviennent en France, ils s'installent. Donc c'est pour ça que j'ai mis quelques photos de leur voyage et la photo est assez récente d'eux. Et ils se posent en 90 en disant on fait quoi maintenant les 4 gosses là? Et ils décident de monter Nature et Découverte. Alors ils avaient eu l'idée en visitant à Berkeley une boutique qui était tenue par des anciens profs d'histoire naturelle qui vendaient de l'astronomie, des choses pour comprendre mieux les sciences, la géologie, etc. Et donc ils montent Nature et Découverte 1990 et quelques mois avant, ils se posent. Alors là, vous m'excusez, mais c'est un scan qui est dans leur bouquin. On n'a pas trouvé, ils ne trouvaient plus l'original, mais c'est le scan ils sont posés 6 mois avant l'ouverture du premier magasin à Erani en novembre 1990 et au Halles, et les 2 magasins existent encore. Les Halles, c'était décembre 90. Ils sont posés et ils ont écrit une charte pédagogique et écologique qui est encore affichée dans tous les magasins. Pas telle quelle, elle a été remise en forme quand même. Vous voyez le petit document là sur le cahier Moleskine, il date du 12 juin 90, 6 mois avant l'ouverture du premier magasin. Et à l'heure où toutes les boîtes, elles pensent à leur mission et leur raison d'être, etc., eux, ils disent que justement, en faisant partager à nos visiteurs notre émerveillement devant la beauté et la diversité de notre planète, nous chercherons à ce qu'ils deviennent à leur tour les protecteurs de cette oasis fragile qu'est la Terre. C'est pas mal, je trouve, en 90 d'avoir cette vision. Et du coup, toute la marque s'est montée. Alors, je parle de nouveaux récits, mais finalement, c'est assez facile en parlant de Nature et Découverte parce que la marque s'est montée sur ce récit qui est authentique et incarné. En 1993, on a fait le premier rapport de développement durable d'une boîte en France. Je vous ai mis la petite couverture un peu naïve qui s'appelait Bilan Arc-en-Ciel, qu'on a monté avec le cabinet Utopie, Elisabeth Laville, qui sortait d'HEC et qui avait contacté Yvon Chouinard de Patagonia, Anita Roddick du Body Shop, Ben & Jerry's et François Lemarchand de Nature et Découverte en disant une boîte, ça devrait être plus que juste un bilan économique et financier. Du coup, il faudrait proposer autre chose. Et on a fait ce rapport de développement durable en 93. François, il était hyper audacieux parce qu'en fait, c'était un gros patron. Il était à un moment président d'Entreprise et Progrès, qui est plutôt un lobby de patron, j'allais dire. Et en même temps, il siégeait au board à la fois du WWF et de Greenpeace. Et c'est intéressant de voir l'audace, oui, mais en même temps, faut assumer ses choix. Et il m'a raconté que quand il parlait écologie aux économistes ou aux gens dans le business, l'écologie, c'était un gros mot. Et quand il parlait de business ou de l'économie aux gens dans l'écologie, c'était un gros mot également. Et il essayait de faire coïncider les 2 mondes. Et c'est intéressant comment on croise justement les récits. Aujourd'hui, toutes les boîtes, elles parlent de RSE. Et on voit avec les crises qu'on subit depuis 2 ans que en fait, c'est important pour tout le monde d'adresser ça. On ne peut plus vraiment passer à côté. Mais à l'époque, c'était un peu un gros mot, le mot écologie glissé dans le monde des affaires. Très vite, ils ont créé une fondation en 94 où on donne 10% des bénéfices nets chaque année sur des projets sur la biodiversité. Ils ont créé ces magasins qui nous reconnectent avec la nature. Voilà les magasins du Marais en plein centre de Paris. Et puis, ils investissent sur les humains. C'est pour ça que j'ai mis cette photo. 5% de la masse salariale est investie en formation pour faire progresser les gens. On a un très joli siège éco-conçu que je vous invite à visiter à Versailles avec une ferme de permaculture. Et en fait, chaque fois, on s'attache à se dire comment est-ce qu'on peut parler d'écologie à nos clients sans brusquer les gens qui n'en ont pas envie, mais comment est-ce qu'on les embarque? Alors, on a trouvé un super outil qui est intéressant et je vous le souligne. Ça s'appelle la fresque du climat. Vous en avez peut-être entendu parler. C'est un outil pédagogique qui a été fondé par des gens à partir de data du GIEC. Et c'est un jeu qui se fait en 3 heures. Donc, c'est pas nous qui l'avons inventé, mais c'est un jeu pour bien comprendre les causes et les conséquences du changement climatique. Cette fresque, on est en train de la faire faire à tous nos collaborateurs. D'ici janvier à février, tous les collaborateurs Nature et Découverte, 1163 personnes, seront formés aux enjeux climatiques à travers la fresque du climat. Et on commence à l'offrir à nos clients le 15 octobre dans 10 magasins. C'est un petit test dans toute la France, gratuitement. On va faire la fresque du climat enfant pour les parents et les enfants. Donc renseignez-vous, allez voir notre site. Et c'est
c'est une nouvelle manière, je trouve, de raconter aussi, de changer de récit. Et pour info, c'est Thomas Husson qui m'a dit ça le premier soir autour du dîner, en me disant il existe la fresque des nouveaux récits. Vous pouvez visiter leur page LinkedIn où ils racontent justement l'importance de créer des nouveaux récits. Et la deuxième partie de la fresque des nouveaux récits, alors je ne l'ai pas faite encore, mais merci Thomas du type, elle parle de design fiction, c'est-à-dire quel scénario souhaitable on pourrait envisager pour éviter ce qui nous arrive en plein là. Donc j'ai trouvé ça intéressant et je voulais vous le donner comme un outil à explorer également. Nous, on le fait faire à nos collaborateurs, on n'a aucune action là-dedans, mais j'en parle parce que c'est un super moyen de fédérer les équipes en plus, la fierté d'appartenance autour de nouvelles problématiques et de nouveaux récits. Et puis il y a aussi Bicorp. Alors c'est marrant parce que sur le salon, en visitant des prestataires sur des stands, il y a Joko, une jeune femme très sympathique, je ne sais pas si elle est dans la salle, qui m'a dit on est devenu Bicorp il y a 2 jours. Il y en a d'autres qui m'ont dit on est en train de devenir Bicorp, donc c'est incroyable. Bicorp c'est quoi? À la base c'est un label. Américain puis international. Aujourd'hui, je préfère parler de mouvement, vraiment. C'est une communauté d'entreprises qui essayent de ne pas être les meilleurs pour le monde, mais les meilleurs du monde, mais les meilleurs pour le monde. Et c'est pareil, c'est un nouveau récit qui vous embarque de manière hyper enthousiaste. Et je pense que ce qu'il faut retenir, c'est que changement climatique, ça ne veut pas dire dépressif, éco-anxiété, mais qu'on peut réinventer de nouvelles manières d'en parler. Et la fresque du climat, nous, chez Nature et Découverte, je vous en parle humblement, mais il y a plein d'autres marques qui le font aussi, et de manière joyeuse et positive. Et Bicorp, on réinvente de nouvelles manières de parler d'écologie. Et mon dernier exemple sur des entreprises, c'était Patagonia. Il y a 2 semaines, vous voyez encore mon email Patagonia Europe m'écrit sur mon Yahoo le 15 septembre en me disant voilà, meet our new owner. Je ne sais pas si vous voyez l'objet là tout en haut. Meet our new owner. J'ouvre le mail intrigué et en fait je vois Yvon Chouinard, le créateur génial de Patagonia, qui dit voilà, la Terre, la planète, c'est maintenant notre seul actionnaire. Alors du coup, après, s'ensuit plein d'explications un peu compliquées, hein, je dois dire, mais pour comprendre comment il a réussi à loquer la mission de Patagonia, justement, pour trouver ce moyen de faire en sorte que c'est la Terre et on doit rendre de compte qu'à la planète. Donc je vous invite à creuser évidemment tout ça. Je trouve que c'est vraiment passionnant en termes de nouveaux récits. Et je redonne la parole à Florence parce que je crois que tu es en train d'organiser un live magazine justement sur les nouveaux récits, sur le changement climatique. Oui, il y a l'ADEME, donc l'Agence pour la transition écologique, qui nous a contactés pour qu'on organise. C'est le 3 décembre au Centre Pompidou. Nous, on essaye on trouve que c'est très très difficile de faire des histoires sur le climat et toutes les rédactions autour du monde se posent vraiment la question parce qu'il y a beaucoup de information fatigue, donc de désintérêt pour les infos et le news. Et c'est vrai que le climat est très anxiogène. Et donc, il y a d'autres... les histoires qui touchent et qui marchent bien sont en général pas trop compliquées, pas trop scientifiques et pas trop stressantes. Et c'est exactement les cases que souvent ça coche. Mais... là, le film que vous avez montré, c'était vraiment un bon exemple d'un angle assez passionnant et intéressant sur la recherche et le climat. Mais en fait, tous les sujets peuvent... Là, pour l'ADEME, je réfléchis vraiment beaucoup parce qu'il faut qu'on trouve des journalistes qui sont les seuls à pouvoir raconter, comme je vous disais. Donc, il faut qu'il y ait des enquêtes qui soient à la fois originales et qui ne parlent pas que de sciences non plus, donc de société. Donc on a cherché des histoires autour du gaz, autour du PNL. Et puis il faut aussi des histoires qui soient assez incarnées. Donc oui, on n'arrête pas. Je suis pas... c'est pas la chose qu'on réussit le mieux, j'ai envie de dire. Faire des histoires politiques, ça c'est toujours assez... c'est plus vivant. Mais non, c'est pas facile. Qu'est-ce que je pourrais vous dire? Est-ce que vous avez des questions, vu qu'il ne doit pas rester beaucoup de temps? Si, il reste 14 minutes. 14 minutes. Moi, j'avais juste, pour rebondir sur ce que vous êtes en train de travailler là pour la fin d'année, et je trouve vraiment ça intéressant, je voulais aussi souligner une initiative qui est passionnante et qui est en plein dans le sujet. Et là, pour le coup, il faut oser aussi. C'est une charte qui a été lancée il y a une quinzaine de jours, je crois, par un collectif de journalistes pour un journalisme à la hauteur de l'urgence écologique, qui a été signé déjà par 1600 journalistes qui s'engagent. Alors, j'essaie de vous faire une capture d'écran. Vous arrivez peut-être à capter quelques de
quelques-uns de ces engagements sur vraiment comment est-ce qu'on change le narratif et les récits pour essayer de fédérer, d'émerveiller, de rassembler les hommes, les femmes autour de ces récits. Il y a un truc qui est assez intéressant sur la transparence et c'est quelque chose auquel je réfléchis beaucoup sur les formats et la façon de toucher des gens qui ne veulent pas lire de la presse ou du journaliste ou même du documentaire. Il y a beaucoup de débats autour du journalisme militant. Où sont les frontières? La chose sur la transparence, c'est quelque chose qui marche très bien. Il y a un petit slogan que j'aime bien qui est « Transparency over Objectivity ». Ça a l'air assez bête comme ça, mais l'injonction d'objectivité échoue souvent quand on voit la désinformation et les croyances et la difficulté qu'on a à établir des faits pour des gens qui ne veulent pas les accepter. Et donc, la transparence, c'est assez fondamental parce que ça permet de dire, OK, tout le monde a des biais cognitifs, mais si je vous explique d'où je parle, qui je suis, pourquoi je raconte cette histoire, c'est très important que les journaux aient non seulement de la diversité aussi. Donc, nous, on essaye humblement à Live Magazine d'avoir évidemment la parité sur scène, mais aussi beaucoup de diversité dans les voix qui racontent de ne pas avoir que des gens qui, comme moi, ont fait Sciences Po, par exemple. C'est très important dans les rédactions. Et voilà. Merci. Est-ce qu'il y a des questions? Parce que le sujet passionne pas mal. Alors, il y a une question, madame. Tu veux faire passer... Ok. Justement, parlant de journaliste, je suis journaliste. Et par rapport à ce que vous dites, c'est la légitimité. On a le même problème avec les influenceurs, etc. Est-ce que, justement, en tant que journaliste, il n'y a pas ce côté où il faut vraiment montrer l'analyse, etc. C'est ce qui nous manque, c'est ce qui manque finalement. On est submergé d'informations, et lorsqu'on est sur les réseaux sociaux, etc., on est submergé d'informations. Est-ce que le journaliste n'a pas justement cette approche d'analyse, et il aurait ce levier aujourd'hui à prendre, non? Vous ne croyez pas? L'analyse, j'ai l'impression qu'il y en a quand même beaucoup aussi. Peut-être un peu trop. Mais... nous, on a fait un choix qui est assez radical. On dit, bon, voilà, vous avez des informations partout, tout le temps. On va vous raconter une histoire une seule fois, qu'on a passé des semaines à peaufiner, qui dure 10 minutes. Les histoires sont très courtes, mais vous l'entendrez qu'ici. Et la personne qui la raconte, pour raconter ces 10 minutes, ça fait peut-être plusieurs années qu'elle obsessionne sur un truc, qu'elle a sa petite marotte, qu'elle va 10 fois enquêter sur ci ou ça, qu'elle a épluché des datas à n'en plus finir. Et donc... une fois qu'on a... C'est ça qui donne la légitimité, c'est cette espèce d'idéalisme, j'imagine. Après, moi j'adore le journal, j'adore la presse, et je trouve que... Et aussi, on montre un peu les doutes, les difficultés, les erreurs, comme on disait tout à l'heure. Ouais. Donc, il y a quelque chose de humble et qui est important dans le storytelling. Il faut aussi que les histoires, elles soient hyper bien racontées. Nous, on a des équipes dans l'équipe, on est 10 à peu près. On a beaucoup de gens, on a des monteurs, on cherche à toucher les gens en étant le plus irréprochable possible. On passe des heures à peaufiner, à chercher des phrases, à chercher des mots. C'est de l'écriture. On a plusieurs scénaristes qui travaillent avec nous en script doctoring des récits. Et quand on le fait sur les marques, nous, en fait, on essaye qu'il n'y ait pas de message. Alors, évidemment, mais il faut que... c'est tout un petit équilibre, j'ai envie de dire. Mais il est sympa, votre format. Faire du live sous forme de magazine. Sauf que c'est un format qui est tellement hors norme que c'est de la haute couture de journalistique, disons. Et on n'a pas trouvé... mais on a trouvé un petit modèle. On n'est pas du tout subventionné, alors que la culture et le journalisme le sont beaucoup. Ouais. Mais c'est-à-dire que ça permet de rassembler des gens, comme on disait tout à l'heure. Et puis, ça touche les gens. Je ne sais pas... peut-être qu'on arriverait à... Il y a de l'authenticité, en tout cas. C'est ça qui plaît aussi. Oui. Okay. Merci. Celui de la fin d'année sur le changement climatique commandé par l'ADEME, la billetterie est ouverte? Non. Désolée. Pas encore? Non. Okay. Bon. C'est au Centre Pompidou. Précipitez-vous tous sur le site de Live Magazine ou du Centre Pompidou pour prendre vos places. C'est le 3 décembre, je crois. C'est ça. Il y avait une autre question, c'était Marc Oberon qui voulait poser une question? Ah, bon, d'accord. Oui, pas de problème. Je suis pas farouche. Très bien. Ouais.
Effectivement, en voyant votre film tout à l'heure, je me disais que c'était pas mal choisi comme invité qui s'enchaînait bien. Est-ce qu'il y a d'autres questions peut-être sur les marques? Moi, j'ai pris l'exemple que je connaissais très bien, qui est l'exemple de Nature et Découverte, que je connais par cœur, et qui, alors c'est facile, hein, l'ADN, je vous l'ai montré, c'est plus facile d'inventer un récit et de se projeter. Et en même temps, il fallait pas mal d'audace de la part des fondateurs à la base pour dire on va faire un bilan carbone en 2007 alors que personne parlait de carbone, on va faire un bilan de DD en 93, on va devenir Bicorp en 2015, tout le monde était là, mais c'est quoi Bicorp? Aujourd'hui, il y a plus de 242 Bicorp. Donc c'est vrai que j'en parle avec beaucoup d'humilité parce qu'en même temps, je sais que c'est plus facile quand on est nature que quand on commence à parler d'engagement. Comment est-ce qu'on peut... Moi, ça me passionne, hein, l'engagement des marques, quand il est sincère et authentique, par où on commence? Donc il y a peut-être des questions à ce niveau-là, maintenant qu'on a eu les questions journalistiques, ou d'autres questions même. Donc, et pour récapituler en attendant, je vous ai parlé donc du mouvement Bicorp que je trouve hyper intéressant et je vous recommande d'aller voir au moins c'est quoi Bicorp, c'est quoi ce mouvement incroyable d'entreprises qui veulent changer le monde et qui en quelque part milite pour changer le capitalisme vraiment. Donc à nouveau changer de récit sur le capitalisme, et c'est un collectif d'entreprises, hein. C'est pas des ONG, donc c'est vraiment des entreprises, mais qui sont engagées pour changer le capitalisme, et on pense que c'est une révolution de fond. Je vous ai parlé de la fresque du climat et la fresque des nouveaux récits, et d'ailleurs pour rebondir sur ce que tu disais tout à l'heure, je vous disais la fresque des nouveaux récits, que je dois faire bientôt. Donc, la première partie, je ne l'ai pas mentionné, mais c'était justement sur les biais cognitifs qu'on a par rapport à ça. Et le deuxième, c'était sur le design fiction et inventer de nouveaux scénarios possibles. Et puis enfin, je vous ai parlé de cette charte pour un journalisme à la hauteur de l'urgence écologique. Je vous ai parlé de Patagonia. Voilà, quelques exemples qui, j'imagine, j'espère en tout cas, vous mettent en perspective cette possibilité nouvelle d'inventer de nouveaux récits. Moi, j'ai une question sur les nouveaux récits, justement. Alors, je ne vous vois pas. Ah oui, ok. C'est mieux comme ça, c'est la voix. Non, la question, c'était sur les nouveaux récits de Nature et Découverte, justement, parce que les ateliers, notamment de la fresque du climat auxquels vous invitez les enfants, c'est un exemple. Aujourd'hui, à quoi ressemblent les nouveaux récits de votre marque? Sur quel terrain vous expérimentez? Et pour reboucler peut-être avec la question sur l'influence, est-ce que la marque reste le meilleur porteur de ses propres messages, ou est-ce qu'il est temps de passer la main aux consommateurs, par exemple? Alors, c'est une très bonne question. Pour répondre à la deuxième, c'est Thomas Husson dans la conférence introductive. Donc, je boucle la boucle avec Thomas qui disait « Faites attention avec quels influenceurs vous travaillez ». Et nous, pour la première fois, on lance une campagne d'influence. Mon équipe était en tournage hier et aujourd'hui. On a mis 3 mois à choisir les influenceurs avec lesquels on allait travailler. Ça peut paraître facile, on a mis 3 mois, c'était super compliqué pour nous. Et quand il a dit ça, je me suis tellement reconnue. Voilà. Donc oui, c'est choisir, être exigeant, voir avec qui on travaille, comment on parle aussi d'écologie pour essayer d'aller voir d'autres cibles, d'autres personnes qui sont sur le chemin. Et pour revenir sur Nature et la première partie de votre question, avec tout ce que je vous ai montré, nous, on continue à se remettre en question. Bicorp, notamment, c'est une super manière, comme vous repassez l'assertif tous les 3 ans, il faut sans cesse cranter l'engagement, sinon vous perdez des points ou vous dégagez. Et ça nous force, ça nous fait une super feuille de route RSE. Nous, en ce moment, on travaille vraiment sur l'innovation durable. Il y a 2 ans, j'ai mené tout un projet autour de la raison d'être de Nature et Découverte, et qui passait parfois pour l'enseigne un peu cadeau, où on va à Noël quand on ne sait pas trop quel cadeau acheter. Et en fait, on a beaucoup souffert de cette image parce qu'en fait, on trouve plein de choses très utiles, plein d'objets, plein d'outils chez Nature. On a retravaillé la raison d'être, et notre raison d'être, c'est offrir ou proposer fournisseurs de solutions durables, produits et expériences à tous ceux qui veulent changer leur mode de vie. En se disant, ça nous permet de vraiment cranter l'engagement et montrer qu'on fait des choses utiles. On vend des panneaux solaires depuis longtemps d'ailleurs sur notre site internet. On vend pas mal de choses pour se reconnecter à la nature, pour mieux la comprendre, pour mieux interagir avec elle. Et on essaye de faire ça en ayant une offre durable. Par exemple, je prends que l'offre enfant, mais en fait, on a fait une liste de 27 critères rédhibitoires sur toute l'offre qu'on passe au screening à chaque saison en se disant, là, on est à 80%
sur le critère là. Là, on est à 100%. Là, on est à 42% sur la saison là. Peut mieux faire. On a 27 critères rédhibitoires. Ils sont sur notre site internet, donc vous pouvez les consulter en open source. On les partage en plus pour monitorer en se disant, voilà, le bois, maintenant, on n'a que du bois FSC. On n'a plus de plastique pour les enfants, c'est du caoutchouc naturel. On n'a jamais vendu d'armes pour les enfants, jamais vendu de produits genrés. Mais donc, c'est screener sans cesse et essayer d'accompagner les fournisseurs. On ne dit pas à nos fournisseurs, si tu n'as pas que du coton bio, on te dégage. C'est les accompagner. Ça nous force aussi à accompagner les parties prenantes avec nous. Juste ma question, pardon, je vais la repréciser, était plutôt sur le récit, la façon de raconter ça à vos publics. Et donc, est-ce que, je ne sais pas, on parlait de marque et de format court, métrage, long métrage, peut-être de sponsoring demain, de films très engagés, de gens qui ont changé leur vie, de formats très courts à l'inverse, voilà, vraiment dans le storytelling. C'était plutôt ça le sens de ma question. Quand je suis arrivée dans le CRM, on a mis des articles et le Covid nous a permis de cranter davantage parce que pendant les 3 premières semaines du confinement, j'ai dit à mon équipe, il est hors de question de faire une newsletter commerciale où on va mettre la publicité pour des produits, consommer. Pendant 3 semaines, on s'est tu. On a envoyé que des newsletters qui nourrissaient les gens. Un podcast du Muséum naturel à écouter, une activité à faire avec ses enfants. On a un blog où il y a énormément d'articles écrits par des experts Montessori, profs de yoga, de sophro, de méditation ou autres. On met en lumière nos clients, les associations qu'on finance plus de 150 assos par an. Et donc, depuis 4 ans que je suis arrivée, au sein du CRM, qui est quand même un outil commercial, on a mis beaucoup d'éditorial. À la fin de toutes nos newsletters, il y a écrit merci et on va mettre en valeur une assos qu'on aide ou alors on va mettre en valeur un projet qu'on trouve sympa mais qui n'a rien à voir avec nous ou quoi. Donc on nourrit différemment notre communauté. On le fait aussi sur les réseaux sociaux. Donc, pour conclure sur le CRM, on est passé d'un taux d'ouverture de 12% à 21 à 24%. Nos newsletters qu'on shoot 2 à 3 fois par semaine à 850 000 personnes en moyenne, on a un taux d'ouverture de 21 à 24%, ce qui est énorme pour un retailer au final. Donc on voit que ça, quelque part, ça vaut la peine en comité de rédaction tous les lundis matins, de se casser la tête avec l'équipe. Et sur les réseaux sociaux, un post sur 2 n'est pas dédié à un produit ou à quelque chose de commercial. Ça va vous donner des idées pour accueillir la biodiversité chez vous, les oiseaux, comment nourrir les oiseaux en été ou en hiver. On va mettre en valeur la fondation, un projet, une assos, l'arrondi, etc. Donc un post sur 2 sur les réseaux sociaux. Et je pense que ça fait partie aussi quelque part de notre job, de notre mission, d'inspirer différemment, de ne pas pousser que du contenu commercial. Et en fait, de manière totalement organique, on est passé de 42 000 quand je suis arrivée à 183 000 abonnés sur Insta. Bon, maintenant, on commence l'influence et puis on commence à développer d'autres formats. Donc, j'imagine que ça va grandir. Mais de manière organique, c'est assez beau de voir que finalement, le public, il valorise ce genre d'initiative. Donc, avoir une estime incroyable pour nos clients, pour notre communauté, et puis les accompagner aussi en leur racontant de belles histoires vraies. Voilà. Très bien, les histoires vraies. Je vois que le timing clignote, donc je crois qu'il est l'heure de rendre le micro. On vous remercie infiniment. On espère que ça vous a nourri. Merci beaucoup. Voilà. Est-ce que je rends le micro à Sonia pour annoncer le déjeuner ou vous connaissez le lieu du déjeuner? Donc merci beaucoup et bonne journée.